Donc voilà. Donc nous allons faire un webinaire sur les infections urinaires chez l'homme. Les intervenants, je vais vous les présenter. Donc il y a le docteur N. Aurélia, qui est la nouvelle chef de service dans le service Oui. d'infectiologie du Sud francilien, et le docteur Bonita Adrien, qui est pharmacien au CHSF, qui vont donc être nos experts. Et moi-même, donc, qui suis docteur Estadio Christine, je suis médecin généraliste à Morsan et présidente de la CPTS du Val d'Or. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, Aurélia et Adrien, ou on Oui, commence? c'était juste pour préciser, c'est pas moi la nouvelle chef de service, c'est le docteur Gabas, mais je suis une Ah, autre des pardon, praticiennes hospitalières du service de maladies infectieuses. Aucun souci, pardon, hein. pardon, Je voulais juste lui redonner les honneurs. pardon, je me suis trompée. Alors, Élodie. L'ordre du jour, c'est donc la cystite chez l'homme. Donc, on va vous parler, poser quelques questions sur la cystite, vous présenter des cas cliniques avec des questions et des réponses qui seront faites au fur et à mesure. D'autres questions un peu plus particulières qu'on vous mettra, que les différents soignants se sont posés, des questions qu'on a à vous poser. Et enfin, vos recommandations, en sachant qu'au fur et à mesure des cas cliniques, vous donnerez aussi des informations. Voilà, on commence. Alors, première question. La cystite chez l'homme existe-t-elle? La réponse est oui. Si nous devions définir la cystite chez l'homme, que dirions-nous? Réponse. La cystite chez l'homme, il faut avoir des signes cliniques locaux, diversement associés, d'apparition ou d'aggravation aiguë, brûlure mictionnelle, pollakiurie, urgenturie, nicturie, dysurie, douleur de l'hypogastre et surtout absence de fièvre, ni douleur lombaire spontanée ou provoquée et un ECBU positif. Alors, évaluation de la gravité réelle. Comment faire? Réponse, la cystite de l'homme est une cystite à risque de complications. Alors, Comment dire? Pardon. je voulais juste intervenir, comme c'est moi qui avais donné les réponses déjà au diapo qu'on avait travaillé avant, que ces définitions, elles viennent du coup des nouvelles recommandations qui doivent sortir, pardon. C'est-à-dire que la Société française d'infectiologie travaille depuis un an maintenant sur ces recommandations. Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à les publier, mais ils nous ont déjà présenté depuis juin 2025 toutes les recommandations et c'est ça que du coup je voulais vous transmettre aujourd'hui. Ils communiquent beaucoup dessus à tous les congrès d'infectiologie. Il y a toujours un topo sur les nouvelles infections urinaires pour vous expliquer du coup que c'est des données qui sont un petit peu solides. Et là, j'avais repris du coup leur définition de la cystite. Et c'était l'évaluation de la gravité réelle. La cystite de l'homme, c'est juste pour reprendre les catégories des femmes, c'est pas une cystite simple, mais par définition avec le sexe masculin, c'est du coup une cystite à risque de complications. C'est juste ça que je voulais redire. C'est très bien, mais je pense qu'on va faire comme ça, Aurélia, puisqu'on a prévu de faire questions-réponses. On va faire chacune comme ça sur deux rôles. C'est très bien. Alors, comment différencier la cystite et la prostatite? Alors, la définition, du coup, c'est uniquement par la fièvre, puisqu'on a la définition qu'ils ont utilisée, c'est uniquement la fièvre qui va faire la différence. Y a-t-il un lien direct entre cystite et prostatite? C'est-à-dire, une cystite est-elle toujours une prostatite débutante? Bah, non, par analogie avec la femme que du coup on connaît bien, on peut très bien avoir une cystite sans forcément avoir après une prostatite, enfin une infection urinaire haute. Eh bien, c'est la même chose chez l'homme et je pense que c'est quelque chose que vous voyez dans votre pratique courante, qu'il y a des hommes vraiment qui se plaignent de signes de cystite sans avoir de fièvre et sans forcément avoir la prostatite après. Quelle est la place de l'ECBU dans cette cystite, après ces symptômes chez l'homme? Le CBU, il est systématique chez l'homme. Je pense qu'on en reparlera encore un petit peu après, donc je détaillerai plus après. Mais en tout cas, il faut retenir qu'une cystite de l'homme, comme les cystites à risque de complications, on fait toujours un ECBU. Quelle est la place des examens complémentaires globalement? Eh bien, il faut faire le CBU, mais il n'y a pas d'indication à faire des examens systématiques. Il n'y a pas besoin de manière systématique de faire une échographie ou une créatinine, encore une fois, comme une cystite à risque de complications chez la femme. Diapo suivante.
Alors, on va voir quelques cas cliniques pour compléter ces questions, cas cliniques qui ont été un peu tirés de toutes les questions qu'on a pu se poser, avec une réponse au fur et à mesure. Et si vous avez des questions, on vous propose de les poser peut-être après, ça sera plus simple. Donc, réfléchissez aux questions posées, notez vos questions et on s'organise après. Donc, premier cas clinique, Monsieur S, 37 ans, sans antécédents, présente des brûlures missionnelles et une pollakiurie sans fièvre ni douleur lombaire. À l'examen, il a un abdomen souple, pas de douleur lombaire et une bandelette qui a été faite avec des locaux plus plus et des nitrites plus. La première question, la bandelette était-elle indiquée dans ce cas? Alors, tout à fait. La bandelette, elle reste indiquée, surtout pour sa valeur prédictive positive, du coup, qui est de 90% chez l'homme. Ça veut dire que si la bandelette urinaire est positive, bah, c'est quasiment sûr que cet homme a une cystite ou une infection urinaire, en tout cas. Par contre, ça élimine pas le diagnostic si elle était négative. Donc ça, quand même, c'est quand même très intéressant en valeur d'orientation, mais ça ne remplace pas le CBU. Donc, réponse, dois-je faire un ECBU? Donc, du coup, oui, pour pouvoir adapter les traitements, qui est toujours Voilà. indiqué chez l'homme. Doit-on faire un toucher rectal systématique? Alors non, pas forcément. En cas de cystite, il est pas indiqué. Il va être indiqué que quand on a un doute vraiment pour faire les part des choses. Après, entre la cystite, la prostatite et la pyélonéphrite, on va en reparler, mais il n'est pas du tout nécessaire en cas de cystite, a priori. Alors, le CBU revient avec un Escherichia coli supérieur à 10,4, sensible. Quel est le traitement? Du coup, on va en reparler juste après. Je pense qu'on peut juste D'accord. reparler d'abord de la recherche d'IST. Oui. Alors, la recherche d'IST. Bon, pourquoi? Parce que c'est un homme plus jeune, mais ça pourrait être aussi un homme plus âgé. Donc, on va se poser la question, la recherche d'infections sexuellement transmissibles est-elle systématique? Alors, du coup, je vous ai proposé comme réponse non, pas en cas de symptômes typiques et de CBU positif, à faire si le CBU est négatif. Comme pour la femme, par exemple, une femme qui se plaint de cystite, si la BE est positive, on s'arrête là. Si elle n'est pas positive, bah là, on va chercher autre chose, que ce soit de l'herpès, une IST ou autre. Bah, c'est la même chose chez l'homme, du coup. Pas systématique parce que c'est un homme jeune. Alors après, comme en tant qu'infectiologue, je prêche quand même pour ma paroisse et on peut toujours lui proposer, sans argument pour cette histoire de cystite, mais de proposer de faire un bilan d'IST de toute façon à chaque consultation. Mais bon, c'est parce que je suis infectiologue et je suis biaisée. Non, mais tu es pas biaisé, effectivement, c'est l'occasion de poser des questions, hein, surtout. Alors, Et du coup, j'enchaîne effectivement sur le traitement. Donc, les recommandations des traitements des cystites de l'homme qui sont nouvelles. On propose du coup une antibiothérapie probabiliste, comme chez la femme avec la cystite à risque de complications. Si on peut, on attend l'antibiogramme et si on peut pas, parce que les symptômes sont importants ou que on est la veille d'un week-end de 3 jours et que ça va prendre trop de temps ou etc. Le traitement probabiliste, en première intention, c'est la phosphomycine, donc le monuril, un sachet au coucher de 3 grammes et comme la cystite à risque de complications, J1, J3 et J5. En deuxième intention, ce sera la nitrofurantoïne pendant 7 jours, sauf en cas d'insuffisance rénale, ou le pivmécilinam. Après, en probabiliste, il y a quand même peu de raisons de ne pas pouvoir proposer du monuril. Je pense que les allergies à la phosphomycine sont assez rares. Du coup, c'est surtout la première ligne qu'il faut retenir pour moi, de proposer de la phosphomycine, J1, J3, J5, en première intention. On précise que s'il y a une colonisation ou une infection urinaire qui est connue dans les 3 derniers mois, ça veut dire on a fait un ECBU de manière peut-être un petit peu systématique dans les 3 derniers mois. Ben dans ce cas-là, on va choisir un antibiotique qui marche contre le germe qu'on avait trouvé et qu'on n'avait pas forcément traité la dernière fois pour quelle que soit la raison. d'accord. Diapo suivante. Une fois qu'on a l'antibiogramme et qu'on a commencé un traitement, par exemple par phosphomycine, si c'est sensible, que le traitement est bien toléré, il n'y a pas de raison de changer. Le traitement probabiliste qu'on a tenté, ce sont de toute façon, on a vu phosphomycine, nitrofurantoïne et pimécilinam, ce ne sont pas des antibiothérapies à l'âge spectre, donc il n'y a pas de raison de changer, on les continue.
Sinon, cette fois-ci, tous les traitements de première intention, là, il n'y a pas d'ordre de préférence. Donc, les propositions qui sont faites quand on a l'antibiogramme, ou quand on n'a pas fait, par exemple, de traitement probabiliste, ce serait la phosphomycine, ocinacea J1, J3, J5, nitrofurantoïne, 100 mg 3 fois par jour pendant 7 jours, le pivméthylinam, 400 mg, et j'attire votre attention que c'est 3 fois par jour, alors que chez la femme, c'est que le pivméthylinam 2 fois par jour. Donc, ce n'est pas la même posologie que chez la femme. Donc, le pivméthylinam 400 3 fois par jour pendant 7 jours, ou le trimétoprime, 300 mg, une fois par jour pendant 7 jours. Et c'est du trimétoprime seul, c'est pas du Bactrim. Je vois une question qui arrive. La phosphométhyme a-t-elle l'AMM dans cette indication? La réponse c'est non, mais Adrien va vous en reparler à la fin du diaporama. Ok. Donc, quand on a l'antibiogramme, et si jamais c'était résistante aux molécules de première ligne dont on vient de parler, cette fois-ci, et par ordre de préférence, ce qui est recommandé, c'est l'amoxicilline à dose classique, 1 g x 3, pendant 7 jours aussi. Le Bactrim forte, donc 800 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, ou l'Augmentin, 1 g x 3 pendant 7 jours. Donc, on a tous appris qu'il fallait jamais mettre d'amoxicilline ou d'augmentin dans les infections, enfin dans les prostatites, parce qu'il n'y avait pas de bonne diffusion prostatique. Mais là, la question, c'est pas la prostate, justement, c'est la cystite. Et c'est pour ça que c'est les traitements qui sont recommandés. On remarque aussi qu'il n'y a pas de place pour les quinolones dans le traitement de la cystite, parce que c'est un trop large spectre et qu'on peut faire des antibiotiques plus simples. Alors, cas clinique numéro 2, qui va nous permettre de creuser un peu sur d'autres choses. Monsieur P, 82 ans, présente des brûlures urinaires, une urgenturie récente, une hématurie macroscopique, une pollakiurie, des douleurs de l'hypogastre, une gêne lombaire avec fièvre. Comment faire la différence entre cystite et prostatite, notamment chez le sujet âgé, où la fièvre est parfois absente? Là, elle est présente, mais elle peut être absente. Traitement de première intention, de deuxième intention. Alors, du coup, je vous avais répondu en ayant les diapos que par les définitions qui ont été données, on ne peut pas avoir de prostatite sans fièvre. Mais j'entends le problème de la personne âgée qui va pas avoir forcément de fièvre. Dans ce cas-là, on va chercher un petit peu d'autres arguments, en particulier biologiques. C'est vrai qu'on se posera plus la question si quelqu'un a 100 de CRP, 15 000 blancs. Là, je suis d'accord avec vous que même en l'absence de fièvre chez une personne âgée, on va pouvoir se poser la question plutôt d'une infection urinaire haute, même sans fièvre, ou c'est là où le toucher rectal pourrait être intéressant aussi. Si le toucher rectal est douloureux, là, on aura des arguments pour une prostatite versus la cystite. Et diapo suivante, je pense que c'est là que je vous l'avais mis. Allez-y encore. Ouais, c'est ça. Donc, je parle juste à la fin. Je parle directement sur la fin de la diapo. C'était juste pour vous rappeler un petit peu les chiffres de la colonisation urinaire. Chez la femme jeune, c'est 1 à 5%. Chez la femme âgée en institution, c'est 25 à 50%. Et chez un homme âgé en institution, 15 à 40%. Ça veut dire en pratique qu'un résident d'EHPAD, il aura en gros, un tiers de chance d'avoir un ECB positif, sans du tout qu'il ait une infection urinaire. C'est vraiment de la colonisation à des bactéries. C'est juste pour vous rappeler que c'est vraiment quelque chose de banal et qu'une personne âgée qui a de la fièvre, il va pas falloir se contenter de cet ECB positif, ce sera vraiment un diagnostic par défaut. Il faut d'abord chercher s'il n'y a pas d'autres causes à sa fièvre. Voilà, que le CBU positif ne fait absolument pas le diagnostic d'infection urinaire. C'est juste pour rappeler ça, et du coup, de la fameuse prostatite sans fièvre avec en final juste un ECB positif, il faut vraiment s'en méfier. C'est pour ça qu'aussi qu'un ECB positif sans signe d'infection urinaire, on peut pas acheter ça comme une infection urinaire. Encore une fois, c'est banal. C'est jusqu'à 40% des personnes âgées en EHPAD qui ont un ECB positif parce qu'ils sont colonisés. Et sur la sonde urinaire, c'est au bout d'un mois, toutes les sondes urinaires sont colonisées, donc le CBU sur sonde chronique, en tout cas, n'a pas de valeur. D'accord ? Je reviens sur les définitions. Donc, la prostatite aiguë, c'est l'association des signes cliniques de cystite qu'on a vu avec de la fièvre et avec un ECBU positif. Pour la pyélonéphrite aiguë, ce sera la même chose, avec en plus des douleurs spontanées ou des douleurs à la percussion, à l'ébranlement lombaire. C'est ça qui fera la différence entre les deux. Et après, le diagnostic sera important.
Je serais intéressant d'échanger avec vous pour voir un petit peu quelle est votre expérience du coup en cabinet. Je ne sais pas si on a vraiment que des pyélonéphrites sans atteinte de la prostate. C'est vrai que tout ça c'est un petit peu nouveau et ça va à l'encontre de ce qu'on a appris à l'école. On apprenait que la pyélonéphrite seule chez l'homme sans atteinte de la prostate n'existe pas. On a appris aussi que la cystite n'existe pas. Donc on change un peu d'adage, de paradigme. Et c'est des choses auxquelles il va falloir s'habituer. Et ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment que des pyélonéphrite ou pas? Diapo suivante. Alors, je suis désolée pour l'antibiothérapie probabiliste, c'est pas de la cystite que je réalise qu'il y a une erreur dans le titre. Donc, c'était de la prostatite de l'homme. Désolée. Donc, la prostatite de l'homme, encore une fois, en l'absence de sepsis, en l'absence d'infection ou de colonisation à entérobactéries résistantes au C3G dans les 3 derniers mois, pour le traitement nibulatoire, le traitement probabiliste, donc, ce sera la ceftriaxone en IV ou qu'on peut donner en sous-cute, ou bien les quinolones, donc lévofloxacine ou ciprofloxacine, s'il n'y a pas eu de prise de quinolone dans les 6 derniers mois. Et l'ofloxacine n'est pas recommandée en probabiliste, car plus de résistance. On pourra toujours la mettre après documentation, après avoir récupéré l'antibiogramme. Diapo suivante. Alors, en cas si maintenant on a un antécédent d'infection ou de colonisation à entérobactéries résistantes au C3G dans les 3 derniers mois, ça veut dire qu'a priori, on a déjà le CBU antérieur. Et si on peut mettre un traitement en péros, on va mettre en première intention des quinolones, donc ciprofloxacine ou lévofloxacine ou ofloxacine. Donc, comme je vous expliquais, une fois qu'on a l'antibiogramme, même s'il y a eu des quinolones dans les 3 derniers mois, que là, on a un ECBU qui reste sensible, on peut l'utiliser. Et si on a peu de choix, si on n'a pas les quinolones, dans ce cas-là, il faut l'envoyer à l'hôpital pour qu'ils mettent ou du cefepime, en fonction du mécanisme de résistance, si c'est une céphalorhospinase hyperproduite, ou en cas de BLSE, on privilégie du coup l'épargne des carbapénèmes et mettre en premier de la thémocyline, de la tazociline ou de la céfoxytine ou les carbapénèmes. Mais tous ces antibiotiques, ce seront que des médicaments à dispensation hospitalière. Diapo suivante. En cas, maintenant l'antibiothérapie de relais, ça veut dire après un premier traitement, enfin après qu'on ait eu l'antibiogramme, voilà. Si on peut, en cas de pyélonéphrite aiguë, on aura par ordre de préférence amoxicilline et pardon, j'insiste juste du coup pour dire que vraiment en fonction de l'entité qu'on traite, ce ne seront pas les mêmes traitements. Pour la pyélonéphrite aiguë, encore une fois, on retrouve l'amoxicilline, le Bactrim, l'augmentin ou les quinolones, voire le céfixime en relais. Donc le céfixime, c'est entre guillemets une C3G orale qu'on n'aime pas du tout en infectiologie parce que ça n'a pas du tout une bonne biodisponibilité. C'est pas du tout la même chose que de mettre de la ceftriaxone en IV ou en sous-cute ou en IM. Donc pour nous, ce sera vraiment par défaut si on n'a aucune autre possibilité. Donc pour la pyélonéphrite, on a des bactéries qui vont pas forcément avoir la meilleure diffusion prostatique, en tout cas théorique. Alors que pour la prostatite aiguë, il n'en a plus les bêta-lactamines. On a par contre, et c'est par ordre de préférence aussi, en premier le Bactrim, qui est un spectre plus large, et en deuxième les quinolones. Pourquoi c'est pas la même chose que la diapo d'avant? Parce que la diapo d'avant, c'était en probabiliste, alors que cette fois-ci, c'est une fois qu'on a l'antibiogramme. Donc, il y a pas mal de résistance, donc on ne va pas mettre de Bactrim en probabiliste. Par contre, si on a l'antibiogramme et que c'est sensible, c'est l'antibiotique à privilégier maintenant pour les infections urinaires masculines, puisque la pénétration prostatique est excellente, l'efficacité aussi, et que le spectre est moins large que les quinolones. Et pour les quinolones, c'est les 3. Une autre nouveauté de ces recommandations, encore sur la diapo, si on a une résistance ou une contre-indication au Bactrim et au quinolone, si on a eu au moins 5 jours de traitement parentéral bien conduit donc à l'hôpital, on peut proposer comme antibiothérapie de relais la phosphomycine ou des bêta-lactamines comme amoxicilline, acide clavulanique ou céfixime par ordre de préférence. C'est aussi une nouveauté. C'est pour dire que au début, on fait le traitement curatif par voie intraveineuse, mais qu'on peut retrouver des molécules ensuite. C'était pour pas que vous soyez étonnés de retrouver des patients. C'est pas une erreur de terminer le traitement par la phosphomycine ou des bêta-lactamines, voilà, après une première phase aiguë. Diapo suivante.
Un petit mot sur l'entérocoque. Les entérocoques, vous savez qu'ils sont naturellement résistants au C3G. Et donc, quand on a un entérocoque, si c'est un entérocoque fécalis, le traitement de première intention, ce sera l'amoxicilline, même en cas de prostatite, parce qu'on sait que l'amoxicilline marchera bien mieux sur l'entérocoque fécalis que tous les autres antibiotiques. Et tant pis pour la diffusion prostatique, l'amoxicilline va quand même marcher aussi. En cas de contre-indication, l'entérocoque faecium, qui est dans la plupart des cas résistant à l'amoxicilline, les traitements recommandés seront le linezolide, mais qui sera aussi que à dispensation hospitalière, ou comme quinolone, la moxifloxacine ou la lévofloxacine. Ce sont les deux quinolones qui vont avoir des actions contre les entérocoques. Pour les durées de traitement, là aussi, on a une différence entre la pyélonéphrite et la prostatite. Comme chez la femme, la pyélonéphrite aiguë, c'est 7 jours si le traitement comporte une bêta-lactamine injectable et ou une quinolone, 10 jours sinon. Et dans les rares cas où on ferait que de l'amicacine, en cas d'allergie importante ou de résistante, ce serait que 5 jours, comme chez la femme. Et la prostatite aiguë, c'est 14 jours de traitement. Il y avait eu une étude qui s'appelait ProstaShort, qui ont étudié les infections urinaires fébriles de l'homme. Ils ont fait 7 versus 14. Et ben, ils n'ont pas montré la non-infériorité. Du coup, on peut pas raccourcir la durée de traitement. Pour la prostatite, c'est 14. Alors, nous allons faire le cas clinique numéro 3. Je regarde l'heure, je vais essayer parce qu'il y a après l'intervention de donc Monsieur D, 77 ans, présente des brûlures urinaires, une peau à kiwi depuis 4 jours, des levées nocturnes fréquentes. Il a dans ses antécédents une hypertension artérielle, une hypertrophie bénigne de la prostate traitée par alfuzosim, un G faible, pas de fièvre, une légère confusion. À l'interrogatoire, je pense à rechercher une rétention. Eh bien, il y a un globe vésical discret, une incontinence récente. Dois-je faire un ECBU? Oui. Pardon. Oui, il faut faire un ECBU parce qu'il y avait des signes de cystite, du coup, dans votre cas clinique, avec des brûlures urinaires. Il a des signes d'hypertrophie bénigne de prostate, mais là, avec vraiment une modification des signes, donc on a des signes de cystite, oui. Si oui, puis-je faire un traitement pour amyliste ou dois-je attendre le résultat de l'ECBU? C'est le cas classique et effectivement, on peut faire un traitement probabiliste, surtout que là, que ça a l'air d'être quelqu'un qui est très symptomatique. D'accord. Et du coup, comme on a vu, la phosphomycine J1, J3, J5 en première intention. Le CBU revient positif 10 puissance 5 avec des locaux à 90 000. Dans le contexte d'hypertrophie, etc., dois-je faire une toucher rectale, une échographie, voire une créatininémie dans ce contexte un peu particulier? Alors, j'ai fait une proposition de réponse en vous disant que oui, effectivement, le toucher rectal peut être intéressant pour vérifier aussi du coup la taille de la prostate, surtout en cas de diagnostic d'hypertrophie bénigne de prostate. Et on peut voir s'il est douloureux. L'échographie, elle me semble intéressante à faire pour le coup, de même pour voir un peu la prostate et surtout évaluer le résidu post-mictionnel. Chez un patient qui a une HBP, il peut être susceptible d'avoir une infection post-mictionnelle, pardon, un résidu post-mictionnel. Et comme chez la femme, ça va être un facteur d'infection après à répétition, et ce sera intéressant de le traiter pour éviter les récidives après d'infections urinaires. Et la créatinine, ça me semblait aussi tout à fait licite pour évaluer la fonction rénale, surtout si on se pose la question d'un patient un peu confus, peut-être un peu déshydraté en globe, pour vérifier que les reins marchent bien. Faut-il ici regarder l'importance du résidu post-mictionnel? Y a-t-il un risque d'insuffisance rénale obstructive dans le contexte? Bah là, comme une hypertrophie bénigne de prostate chez l'homme classique, donc ouais, tout à fait. Quel traitement de première intention? Quel antibiotique? Ah, j'ai déjà répondu tout à l'heure. J'avais répondu en me remplissant les diapos, j'avais oublié à vous de répondre parce que c'est une cystite simple. Voilà. Mais bon, je l'ai Qu'aurais-je dit. fait, qu'aurais-je fait si fièvre? Mais comme le traitement du coup d'une prostatite et discuter, voir s'il est vraiment en globe, dans ce cas-là, il faut peut-être lui poser une sonde urinaire. D'ailleurs, enfin, j'avais appris aussi à l'école que en cas de prostatite, la sonde urinaire était contre-indiquée. On en revient complètement. Maintenant, c'est pas la peine de poser de manière systématique un cathéter suspubien. On peut poser une sonde urinaire simple en cas de prostatite, et c'est important de dériver les urines, bien sûr, en cas de prostatite.
les questions étaient un peu faites pour avoir toutes ces réflexions, évidemment. Tout à C'était fait. des Et questions naïves, mais qui permettent de affiner les choses. j'avais profité aussi comme on parlait des rétentions aiguës d'urine, s'il n'y avait pas eu de signes cliniques associés, mais juste on retrouve un patient avec un globe finalement, s'il n'a pas de signe d'infection avant, eh ben c'est pas la peine de faire un ECBU ni de traiter une colonisation urinaire. D'accord? Donc, bah, ça sera plutôt aux urgences, mais de ne pas faire systématiquement un ECBU de pose de sonde s'il n'y a pas de fièvre, pas d'infection et qu'avant, il n'y avait pas de signe, encore une fois, d'infection urinaire, bah, ce ne sera pas la peine de faire un ECBU ni de le traiter. Oui, c'était une des questions qui avait été posée dans le résumé et qu'on avait prévu de Mmh. répondre. Voilà, effectivement, avec ce cas clinique. Suivante. Alors, la question, on avait posé donc pas mal de questions à nos experts qui ont été répondues au fur et à mesure, notamment le cas de la rétention, le cas de toutes les questions qu'on a posées auxquelles Aurélie a répondu. Il y a des questions un peu spécifiques qui sont par rapport au fait que tout ça, ce n'est pas encore calé, justement. Il Mmh. semble qu'il existe une différence entre les nouvelles propositions de traitement des infectiologues et les recommandations validées par la HAS. Pourriez-vous donc contextualiser les nouvelles prescriptions et faire une synthèse sur les justifications disponibles à apporter par les praticiens en cas de contrôle? Il y a des cas de refus de délivrance ou de remboursement de la CPAM lorsque les médecins appliquent ces nouvelles propositions. Comment faire pour que les pharmacies délivrent sans appeler les médecins alors que ce n'est pas le consensus actuel? Quelle évolution donc des recommandations vis-à-vis des FQ? Quand on va sur antibiotiques depuis peu, on a le message suivant pour les infections urinaires masculines classiques. L'ofloxacine n'est plus recommandée dans cette indication. Et la proposition de traitement de première intention, par défaut, est la ceftriaxone. Je vous laisse répondre à toutes ces questions, même si à certaines vous avez peut-être déjà un petit peu répondu. Ouais, pour reprendre dans l'ordre le contexte, je vous l'ai dit, c'est vraiment les infectiologues hein, qui communiquent là-dessus. Je pourrais vous envoyer le diaporama. Enfin, il est accessible sur le site infectiologie.com, mais je pourrais vous l'envoyer de toute façon, ce sera plus facile. Du topo qui avait été présenté au Journal national d'infectiologie de 2025. C'est là où ils ont présenté un petit peu toutes ces recommandations. On pourra vous les faire suivre pour que vous ayez bah, vous aurez la même chose que ce que je vous ai donné, mais vous, voilà, pour justifier un petit peu ce que je vous raconte. Adrien, tu vas parler juste après, je pense Mm. justement par rapport aux pharmacies. Et du coup, j'ai la dernière question, l'évolution des recommandations des quinolones. Du coup, elle reste indiquée en probabiliste hein, en cas de prostatite, sauf l'ofloxacine. Mais c'est pas vrai pour, comme je vous disais, pour la ciprofloxacine ou la levofloxacine. Et si je peux rajouter, le Emma Corbeil-Essonnes s'était déjà positionné lorsqu'on avait fait le premier webinaire l'année dernière sur ces recommandations-là. On les avait inclus dans le livret qu'on vous avait fait passer et qui est disponible sur le site Maladies infectieuses CHSF. Et en fait, toutes ces recommandations et ces lignes de traitement avec la distinction cystite de l'homme, prostatite et pyélonéphrite étaient déjà intégrées dans ce livret-là avec les indications sur le traitement à débuter. Donc c'est un document que vous pouvez utiliser si jamais vous avez un contrôle de la CPAM pour leur montrer justement que l'EMA Corbeil-Essonnes et les référents infectieux de l'EMA Corbeil-Essonnes, y compris les référents aussi nationaux de la Société française de pathologie infectieuse, se positionnent sur ces nouvelles recommandations qui tardent un peu à sortir, mais dont les informations transitent et se basent sur des publications européenne, internationale, tout ça. Oui, il faudra. On l'avait effectivement sur nos premiers. On va refaire un montage. On va voir comment refaire un montage pour remettre tout ça ou remettre le lien. Parce qu'effectivement, ça avait déjà été fait. Mais c'est bien de refaire des redites. Mm. Diapo suivante. Et ben justement, on va Voilà. refaire des redites parce que tout ce que je vais vous Recommandation. présenter après, ouais, tout ce que je vais vous présenter à partir de maintenant, en fait, c'est déjà ce qu'on avait dit à la première, au premier webinaire qu'on avait fait il y a maintenant un an, où on avait déjà enfin, on traitait du coup du sujet des prescriptions hors AMM, et donc de ces prescriptions de phosphomycine, trométamol chez l'homme, alors qu'il n'y a pas d'AMM.
et qu'il n'y a pas de demande qui a été faite par le laboratoire ou par les génériqueurs pour le moment. Donc on a d'un côté un arsenal thérapeutique avec le monuril, phosphomycine trométamol, la nitrofurantoïne, le pivmécélinam, qui sont recommandés par les infectiologues dans le traitement des cystites de l'homme. On vient de le voir et on continuera à le voir après, surtout lorsque les nouvelles recommandations vont sortir. Et de l'autre côté, on a des AMM qui sont restreintes uniquement chez la femme, ce qui nous oblige derrière à faire des prescriptions hors AMM. Dépôt suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que va dire la loi là-dessus? En fait, le médecin, de son côté, il est libre de prescrire ce qu'il estime le plus approprié. Donc, c'est noté dans le Code de la santé publique, et il a le droit de prescrire. Excusez-moi, je suis un peu malade. Il a le droit de prescrire hors AMM, et dans le Code de la santé publique, on fait la distinction entre la prescription dans le cadre de la prescription compassionnelle et hors cadre de prescription compassionnelle. Donc là, on est hors cadre de la prescription compassionnelle. On n'a pas d'alternative médicamenteuse, puisque ce sont des molécules, des antibiotiques qu'on va utiliser d'habitude chez la femme. Et donc le médecin, sur sa prescription, doit mentionner prescription hors autorisation de mise sur le marché, et surtout informer le patient on n'est pas conforme par rapport à l'AMM, française ou européenne, et qu'il n'y aura pas du coup de prise en charge par l'assurance maladie. C'est à partir du moment où il n'y a pas d'AMM qui a été accordé dans l'indication qu'on va traiter, et qu'il n'y a pas de journal officiel qui donne une indication sur le remboursement et la prise en charge par la collectivité, on ne peut pas demander de prise en charge par l'assurance maladie. Donc derrière, il en découle qu'au niveau de la dispensation, forcément, le pharmacien, quand il va dispenser, il va engager sa responsabilité. Il va vérifier que la prescription mentionne bien que c'est hors autorisation de mise sur le marché. Il va pouvoir donner le médicament, ou il aura aussi le droit de refuser. Ça, c'est dans le Code de la santé publique aussi. Une prescription hors MM peut être refusée par le pharmacien. Et en tout cas, dans ces cas-là, de la cystite de l'homme, c'est quand même assez bien bordé, il y a des recommandations qui vont sortir, et des informations qui sortent un peu au fil de l'eau sur les molécules à utiliser, sur ces futures recommandations. Donc en fait, on a un cadre qui est assez sécurisé sur ces dispensations-là. Donc il peut aussi dispenser le médicament tout en donnant les conseils habituels aux patients. Si on donne une quinolone par exemple, ou si on donne le phosphomycine trométamol plutôt le soir, avant de se coucher, d'essayer de ne pas faire de miction la nuit pour avoir une bonne imprégnation de la vessie, etc. Néanmoins, il existe des mécanismes pour faire une demande de prise en charge par l'assurance maladie. Alors, le contexte de la cystite de l'homme sans fièvre qui nécessite un traitement antibiotique tout de suite ne s'y prête pas. Par contre, si on a des cystites récidivantes chez l'homme, si on a une antibioprophylaxie chirurgicale qui ferait appel à la phosphomycine trométamol pour une biopsie de prostate ou une prostatectomie ou une autre intervention, ou alors en IXM ligne après des échecs thérapeutiques, on peut demander une prise en charge dérogatoire à l'assurance maladie. Et c'est des dossiers qui sont évalués au cas par cas, qui prennent un peu de temps, mais qui peuvent être anticipés dans ces cas-là, je pense. C'est les seuls cas auxquels j'ai trouvé une utilité pour ces demandes dérogatoires. Je ne sais pas si on a quelqu'un de la CPAM qui peut confirmer, qui est connecté, qui peut confirmer, ou alors on pourra demander, on pourra leur faire un mail pour leur demander confirmation derrière. Mais en tout cas, c'est ce qui nous avait été dit l'année dernière au premier webinaire qu'on avait fait. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions de ce côté-là. Moi, j'avais une question, juste Adrien, j'en profite. Les patients, vraiment, ils ne sont pas remboursés? Alors, Parce qu'on le prescrit, en fait, nous aussi, déjà couramment, en prophylaxie, par exemple, de ne pas faire de CBE, mais de mettre un sachet de monuril, de phosphomycine,
etc. Mais j'ai Non. jamais eu de retour comme quoi bon, c'est pas très cher la phosphomycine, mais j'ai pas eu de retour comme quoi les patients n'étaient pas remboursés. Alors normalement, si on s'en tient à ce que dit la loi, il ne devrait pas être remboursé. Après, le pharmacien peut faire la dispensation du Monuril, passer le dossier en télétransmission, et puis si ça passe, ok. Et si ça passe pas, s'il y a un contrôle, bah, il faudra se rapprocher du patient pour qu'il fasse un remboursement De la du pharmacie. médicament. Ouais, c'est ça. Parce que la pharmacie ne sera pas remboursée. Après, voilà, dans le cadre du webinaire, on ne peut pas dire oui, c'est bon, vous pouvez y aller et ce sera remboursé. C'est une pratique qui n'est pas légale. Ben, merci beaucoup pour votre attention à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois Dominique qui précise peu de contrôle des médecins hospitaliers. Donc, ben, on peut répondre oui. Si Dominique, tu veux prendre la parole, c'est vrai que probablement il y a moins de contrôle par Non. rapport à ce que vous Ouais, préconisez que par rapport à ce qu'on... ouais. Mais l'information aujourd'hui, elle doit être claire, vous l'avez bien fait, etc. Mais la vraie vie, c'est très compliqué, effectivement. Alors, les médecins hospitaliers, bah, probablement que l'assurance maladie n'a pas envie, hein, ou ne peut pas. Après, ce qui pose problème, c'est la délivrance pour les pharmaciens en ville. Là, je pense qu'effectivement, il va arriver vos prescriptions hors AMM. Elles sont sûrement pas écrites hors AMM. Enfin, je sais pas, moi que vous l'écriviez. Voilà, merci. Donc, du coup, si le pharmacien n'est pas alerté, qu'il regarde pas, enfin bon, bref. Tout ça passe sous les radars, mais c'est vraiment un vrai problème, hein, ce sujet-là, hein, des recommandations qui sont celles qu'on doit appliquer dans la vraie vie et qui sont pas à jour avec les AMM. Alors ça, oui, ça a toujours été un problème entre les recommandations nationales et derrière le journal officiel qui tarde à sortir ou à mettre à jour les RCP. Le problème n'est pas la recommandation, le problème c'est le remboursement. C'est-à-dire que si tu prescris un truc qui n'est pas soumis à remboursement, c'est le médecin prescripteur qui va le payer. Or, à ma connaissance, la phosphomycine n'a pas d'indication chez l'homme. Donc, à partir du moment où tu prescris de la phosphomycine chez un homme, la sécurité sociale est parfaitement en droit de te demander de la payer toi-même. J'entends que c'est absolument pas logique, mais je pense quand même qu'on peut pas faire prendre en l'état les risques à nos confrères de faire quelque chose. Et ça se produit, c'est pas exceptionnel. Mais pourquoi le médecin et pas le patient? Je comprends pas. Bah parce que la loi est faite ainsi, qui fait que si toi, médecin, tu prescris un truc et qui est remboursé à tort au patient, c'est toi qui rembourse. C'est ce qu'ils appellent les indus. C'est ce qu'on appelle, j'ai pas entendu, pardon. Des indus. Ah oui. C'est-à-dire que la Sécu nous envoie une notification comme quoi on a fait quelque chose qui n'était pas légal et ils nous reprennent sur ils nous reprennent sur ce qu'ils peuvent, quoi. Mais ils nous reprennent à nous. Et le patient, lui, il a été remboursé par contre. Ah, mais même si on a écrit hors AMM? Oui. Là, si le pharmacien a délivré, si tu écris hors AMM, il va pas être remboursé. Ah oui. Non, mais si c'est le médecin hospitalier ah oui, le médecin hospitalier, ça reste rien. Si tu écris hors AMM, le pharmacien délivre et fait payer le patient. Normalement, oui. C'est uniquement au cas où on ne met pas on ne met pas hors AMM et qu'ils s'en rendent compte. Dans ces cas-là, le patient est remboursé, le pharmacien aussi, le médecin doit rembourser. D'accord. En fait, c'est être prévenu. Après, si nous, on oublie d'écrire hors AMM, donc le pharmacien va délivrer, le patient va être remboursé, et le jour où la Sécu fait des contrôles, elle reprend sur le compte du médecin. Le patient, lui, il a été remboursé. Mais le patient et le médecin et le pharmacien sont payés, eux. C'est nous qui sommes pénalisés. Donc, on a intérêt à préciser hors AMM et à expliquer aux patients. Oui. Nous, en tout cas, notre position au niveau de l'EMA Corbeil-Essonnes, c'est de vous donner les armes pour pouvoir justifier derrière la prescription. Sur le côté remboursement, on ne peut rien faire, à part faire des demandes dérogatoires, mais qui ne sont pas du tout adaptées au contexte. Voilà, nous, on reprend les recommandations, on fait la synthèse, on peut vous fournir de la bibliographie, des documents derrière pour étayer un peu les justifications. Mais c'est vrai que c'est toujours une pratique qui est en dehors des recommandations et des prescriptions qui seront toujours hors AMM, même lorsque les recommandations elles vont sortir. Les recommandations ne vont pas se soustraire au contexte législatif. À partir du moment où le journal officiel n'a pas publié que le Monuril était remboursé chez l'homme pour la cystite de l'homme, bah, on ne pourra rien faire.
Et même si les recommandations sortent, ce sera toujours une pratique hors AMM. En pratique, c'est quelque chose qui va être problématique parce que sur les ULIS où il y a une population qui peut être très 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 précaire, une prescription non remboursée pose vraiment problème. Donc le patient qui vient voir un médecin payer une consultation alors qu'il doit payer ses antibiotiques derrière parce que c'est erreur elle-même, ça passera pas. Il y a une réflexion de Caroline qui propose que ce soit prescrit à sa femme à la place. Et s'il n'a pas de femme, à sa copine ou à sa voisine, alors, Caroline. Voilà, ça peut faire partie. Je vois un message qui dit la plupart du temps, c'est le pharmacien qui n'est pas remboursé avec un rejet de dossier. Le pharmacien sait que le Monuril n'est pas remboursé chez l'homme. Effectivement, moi aussi, pour avoir beaucoup travaillé en officine, on a la plupart du temps en fait des rejets de remboursement de la sécurité sociale avant tout, et c'est plutôt le pharmacien qui paye le prix de la prescription en AMM avant le médecin. Et c'est vrai que c'est plutôt du coup soumis à la vigilance du pharmacien lorsqu'il va faire sa dispensation. De voir du Monuril chez l'homme, ça devrait faire tic et dire que c'est hors AMM et qu'il faudrait faire payer le patient ou l'informer que c'est pas remboursé. Ok. Après, vu qu'on est dans l'Essonne et qu'on travaille dans l'Essonne, on peut toujours, sur la base de ce webinaire, envoyer un petit coucou à la CPAM pour dire voilà, on a bien travaillé à 4 CPTS, voilà ce qu'il en ressort et on vous donne l'info et nous vous remercions de tenir compte du travail fait avec nos infectiologues locaux et au-delà qui travaillent quand même en national. On peut faire ça, hein, pour voir. De réponse de la CEPAM, je vous remercie beaucoup, mais je suis tenu d'appliquer les textes. Voilà. Et Voilà, c'est ça. C'était ce qu'ils avaient répondu déjà l'année dernière au précédent webinaire, hein, c'est que eux, ils peuvent pas dire OK, c'est bon, il y a une loi à appliquer et la loi, elle est claire. Ce qui est intéressant, c'est pour les procédures dérogatoires pour des cas un peu particuliers. Là, finalement, pour le courant, ça nous pose problème. C'est quoi la réponse à la question 7 euros le sachet? Ouais. Mais effectivement, dans les cas où effectivement on a demander la procédure dérogatoire pour les choses non urgentes avec potentiel de récidive ou tout ça peut être intéressant par contre. Mais par contre, effectivement, il y a un délai, quoi. Un délai de réponse qui ne convient pas. Ouais, pour l'aigu, mais si tu commences à rentrer dans le chronique ou dans le récidivant, ça peut être quelque chose que je ne savais pas et que je pense qu'on a appris enfin, autour de cet écran. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Ben écoutez, on est dans les temps, donc je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on se salue tous et on regardera comment est-ce qu'on peut vous remettre remettre le cahier, le premier webinaire, peut-être le remettre visible ou sur nos sites ou redonner les références du CHSF là-dessus. Ok. Voilà. Ben, Merci à tous. Merci beaucoup.